Voilà, donc ça a été présenté. Dans d'autres manifestations annuelles, je vous recommande d'ailleurs de venir cette année 14 et 15 décembre au Centre Pompidou. Ce sera sur plutôt les nanotechnologies et l'imaginaire qui est induit par les nanos. Mais l'année dernière, c'était sur l'Internet des objets, et sur les objets communicants. Et c'est là qu'on a présenté pour la première fois ce proto. Et ensuite, au Carrefour des Possibles, en décembre, au CNAM avec la fille. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ça vous donne juste un petit aperçu de ce que c'est que l'IRI. Donc vous saurez au moins ce que c'est que l'IRI en repartant. Merci et bienvenue, bon travail ce soir et amusez-vous bien. Il faut les remercier aussi, surtout parce que c'est qui nous accueillent. On va facile. Voilà. Bonjour à tous. Donc voilà, comme c'est marqué là, je suis Philippe Lesinski, un des cofondateurs de CitizenSide. J'espère que tout le monde dans la salle connaît citizenside.com. Tout d'abord, je voudrais remercier Jonathan et Laurent d'avoir invité ici à parler, c'est toujours très sympa. Et je voudrais les féliciter aussi parce qu'ils sont partis de rien et ils ont fait un petit événement qui marche vraiment bien, qui est une très très bonne idée et je vous félicite pour ça. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais c'est vraiment super de faire ça. Parce que nous, quand on a commencé, il n'y avait pas ce genre d'événement, le web. C'est pas terrible, ça fait plaisir de voir plein d'entrepreneurs qui sont là, qui veulent monter des choses, c'est génial. CitizenSide, alors que je vous raconte un petit peu ce que c'est, comment on a commencé. On s'est réunis donc, avec deux associés, Mathieu Stéphanie et Julien Robert, en septembre 2005, donc ça remonte à faire maintenant il y a 5 ans, sur une idée qui était assez simple, c'est qu'on croyait à la possibilité dans les années futures, donc aujourd'hui, on pensait que tout le monde allait avoir des téléphones portables dans la poche qui faisaient caméra, appareil photo, qu'ils allaient donc être témoins d'événements, faits divers, accidents, people, tout type d'événements d'actualité, et qu'ils allaient donc être les premiers sur l'événement avant les journalistes, ce qui est effectivement le cas. Et on pouvait monétiser ce contenu pour eux, en prenant une commission. Et l'idée de départ, donc on s'est réunis sur ce projet-là, en septembre 2005. Donc pendant de longs mois, on a travaillé pour développer le produit, qui est sorti en juin 2006, mai-juin 2006, donc il y avait un ingénieur, c'était un petit peu long. On avait beaucoup d'idées à l'époque, on pensait qu'en fait on voulait faire un eBay de la photo où les magazines et les journaux allaient pouvoir bider en ligne comme ça sur des photos que les intéressent. Je crois qu'on était un petit peu trop visionnaire pour l'époque, je pense que même aujourd'hui ça ne marcherait pas. Et surtout quand on connaît un petit peu, mais qu'on a mis du temps à le comprendre, quand on connaît les rédactions internet, il aura fallu du temps déjà pour comprendre comment ça fonctionnait, alors acheter des photos en ligne, c'est pas gagné. Et donc on a lancé donc CitizenSide, à l'époque c'était appelé Scoopline, en juin 2006, et tout de suite on a reçu pas mal de photos, au départ des photos d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas encore développé la vidéo. C'était à l'époque du lancement de Dailymotion et YouTube, donc on a pris un parti un petit peu opposé par rapport à eux, c'est-à-dire qu'eux accueillaient tout le contenu possible, et nous on avait décidé de faire une sélection, c'est-à-dire que les gens quand ils nous envoient du contenu, on modère le contenu avant de le publier et avant de le proposer à la vente. Je ne sais pas si on a fait le bon choix, quand on voit la rotation de Dailymotion et YouTube aujourd'hui, bon, c'est un choix qu'on avait fait à l'époque, qui est pertinent dans une certaine mesure, en tout cas sur la qualité du contenu. Et on s'est mis tout de suite en quête d'investisseurs, donc on a rencontré beaucoup de monde, des business angels, des fonds d'investissement, on a fait le tour un petit peu, c'était un parcours du combattant. On a travaillé les business plans, on les a retravaillés, on a eu beaucoup de monde, on a fait beaucoup de conseils. D'ailleurs, pour ceux qui créent les entreprises, les premiers, ceux qui vous devez faire tester votre business plan, c'est la famille, les amis. Mais tenez compte de leurs remarques, mais pas trop non plus, parce que c'est pas eux qui entreprennent. Donc, si on vous dit que ça marche, ça va marcher, méfiez-vous. Et si on vous dit que ça marche pas, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Et voilà, croyez en votre idée, croyez en votre produit, mais surtout, ayez du recul pour analyser les erreurs que vous faites par rapport à ça, et surtout sachez modifier en temps et en heure votre business plan et votre business model surtout. Donc on a fait le tour des fonds, un grand moment. Je vous raconte une petite anecdote quand même qui m'est revenue, qui est fantastique. C'était en 2006, un grand fonds d'investissement, dont je dirais non, parce qu'on ne sait jamais, je pourrais quand même travailler avec eux un jour, qui nous reçoit, qui trouve le projet génial, qui nous dit l'équipe est bien, c'est super, et un des partenaires nous dit mais vous savez, je connais très bien Samsung, ils vont arrêter la commercialisation des téléphones avec appareil photo dessus. Là, on s'est regardé. Mais les fois, non.
Non, je peux pas vous dire. On a regardé, on a dit bon, alors, je savais pas contacter Samsung, je ne savais pas, je me dis merde, c'est quand même chez l'investissement, bon, je dois s'y connaître. Donc on s'est mis un gros doute sur le coup. On s'est dit que c'est quand même débile qu'ils arrêtent de faire ça. Et effectivement, ils n'ont pas arrêté, ça a fait amplifier. Mais bon, voilà, les petits ne sont pas toujours des visionnaires, mais parce qu'ils ont l'argent, donc c'est quand même intéressant de les rencontrer. Et donc, voilà, donc on a fait le tour des fonds, on n'a pas réussi à lever à l'époque. Donc on a, pendant de nombreux mois, on a tourné. J'ai analysé un petit peu pourquoi on n'a pas réussi à lever. Je pense qu'on n'était pas suffisamment bon dans la présentation. Je pense qu'il fallait directement au but, leur expliquer comment on va faire de la valeur, comment ça va marcher, quel est vraiment le... Enfin voilà, on n'était pas bon. Vraiment, on n'était pas bon. Donc la présentation n'était pas terrible, c'était pas bien. Et finalement, donc on a fait ce que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est qu'on a été tapé à gauche, à droite, chez des amis, à famille, pour trouver un petit peu d'argent. Donc on a fait une première levée de fonds en novembre 2006 de 40 000 €, si je me souviens bien, qui nous permettait de tenir un peu, de payer les serveurs, on ne payait pas bien sûr à l'époque, les chômeurs, RMI, manger des pâtes, c'est pas très bon. Et voilà, on s'est battu comme ça, et en mars 2007, on a eu une proposition de rachat à 100%, pour un montant dérisoire, enfin, dérisoire, c'est relatif, hein, c'est quand même quelques centaines de milliers d'euros, mais c'est pour 100%, donc on s'est dit, quand même, je sais pas, est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas? Pour vous dire la vérité, on avait 2 semaines de trésorerie devant nous, donc on se posait quand même beaucoup de questions. Ça, ce qui nous énervait, c'est de devoir lâcher la boîte tout de suite, quoi. Ils nous demandaient de rester dans la société, mais ils voulaient nous prendre toutes nos parts. J'ai toujours pas compris pourquoi il a fait cette proposition. Enfin, quand vous êtes entrepreneur, c'est votre bébé, c'est vous qui l'avez créé. Si vous voulez rester motivé dans la société, c'est bien de donner de l'argent, mais il faut que les fondateurs soient intéressés pour qu'ils soient encore motivés à travailler et à créer de la valeur pour la société. Ce qu'on a tenté de lui expliquer, il a refusé. Donc, finalement, on s'est dit qu'on préfère tout planter plutôt que de tout céder. Donc, c'était un choix. Donc, on l'a pas fait, et donc là, on était vraiment très mal. Hein. Donc, une fois qu'on a dit non, on s'est dit, bon, maintenant qu'on a dit non, on a 2 semaines devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Et là, une illumination, on s'est dit, bon, on va aller voir l'AFP, l'agence France Presse. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc, on prend rendez-vous, on rencontre le directeur du développement à l'époque, il nous reçoit, il dit, ouais, c'est très bien votre projet et tout, mais nous, on veut pas la même chose. Ah, d'accord, vous en êtes où? Bah là, on est quel projet? Ah, bah nous, on a déjà un site qui tourne, par exemple, ça pourrait matcher. Je sais pas. Ah oui, ça peut effectivement être intéressant. Bon, je vous fais rencontrer le directeur général. On rencontre le directeur général, qui nous dit, oui, effectivement, on travaille sur un projet avec Xavier Gouliou-Beauchamp, pour ceux qui connaissent, c'est l'ancien président de France Télévisions. Donc on rencontre, on dit, bah c'est très bien ce projet, ok, on va investir plutôt chez nous. Et donc après de longues discussions, ils disent bon, ok, on va rentrer en négociation finalement. Donc on rentre en négociation, mais là, en fait, on n'a plus d'argent du tout, pour se dire le temps des négociations. Donc on a fait un petit peu au bluff, on leur a dit, écoutez, c'est simple, là on n'a plus de cash, donc on a des investisseurs qui tapent à la porte. Donc si vous voulez qu'on dise exclusivement avec vous, il faut nous donner du cash, le temps des négociations. Sinon, on est obligé d'accepter l'argent, vous comprenez. Et donc, ils nous ont filé plein d'argent, juste le temps des négociations, sachant que cet argent, si les négociations échouaient, et on leur donnait rien. Donc, ça a marché finalement, et puis nous après de très longs mois de négociations, 6 mois à peu près, qui est un peu la fourchette haute en négociation, puisqu'on vous levait des fonds, c'est plutôt entre 4 mois, mais 6 mois là, c'est quand même très très long. C'est l'AFP. Et donc, l'AFP a investi au capital, donc, avec Xavier Gouliou-Beauchamp d'ailleurs, par le biais d'une holding, et donc ils ont pris participation capital, donc on a levé à peu près 1 million d'euros. Donc les discussions ont commencé en fin mars-avril 2007, et on a levé, c'était effectivement en novembre. C'était un peu plus que 6 mois d'ailleurs. Donc en novembre 2007, on était tout contents, on avait plein d'argent sur le compte, on a créé un prestigieux, l'agence France Presse, c'est quand même une des 3 plus grosses agences mondiales, et on leur a rendu le projet en disant, écoutez, notre business, il est pas mal, mais on va faire quelque chose de plus intelligent encore, c'est qu'on va étendre ce principe de la récolte de photos et de vidéos à vos clients, qui sont les médias. C'est-à-dire, quand on a commencé à se rendre compte qu'on allait avoir beaucoup de mal à recruter des gens parce qu'on n'avait pas de budget marketing, communication, Facebook, c'était pas vraiment dans les mœurs encore, en France, en 2007, tout le buzz, la viralité et tout, c'était pas encore tout à fait ça. Donc on était encore dans les trucs de on va faire de la publicité, ça marche pas. En tout cas dans des certaines mesures. Et donc on s'est dit,
le meilleur moyen de récolter pour nous des photos, c'est finalement de travailler avec nos clients. Donc, on s'est dit que Le Parisien, Libération, Métro, 20 minutes, allaient à un moment ou à un autre, peut-être pas tout de suite, mais dans les années à venir, lancer forcément une plateforme participative où les gens pourront envoyer des photos, pourront envoyer des vidéos, et donc forcément, on va essayer de nous créer complètement le marché. Donc on s'est dit plutôt qu'ils le fassent tout seuls, autant qu'ils le fassent avec nous. Donc on leur a proposé notre technologie en marque blanche à ce moment-là. Et l'idée c'était effectivement donc, de leur louer ces technologies, et en plus de récupérer l'exclusivité de la commercialisation de tous les documents qu'ils reçoivent sur leur plateforme. Et bien aussi par de ce que ça puisse paraître, ils ont accepté, pour beaucoup d'entre eux. Parce qu'en fait, ils n'ont généralement pas les moyens de faire des gros développements technologiques, et qu'en plus, c'est des métiers qu'ils ne connaissent pas vraiment. Et que le métier de revente de documents photo-vidéo, c'est pas le leur, et c'est le nôtre en l'occurrence. Donc on a réussi comme ça à signer Voici, 20 minutes, Métro, RTL, BFM TV, Le Parisien, je m'oublie peut-être. Et donc tous ces gens-là ont une plateforme participative qui permet aux gens d'envoyer des photos, des vidéos, parfois du texte, comme pour Le Parisien. Et derrière, Citizenstack récupère l'exclusivité de la commercialisation des documents, et donc on gagne aussi notre argent grâce aux documents qui proviennent des différentes plateformes. Donc ça, c'était de 2007 à aujourd'hui d'ailleurs, toujours. Mais les revenus sont toujours pas vraiment encore suffisants, donc on a étendu un petit peu notre business model, et on fait notamment aussi de la formation pour les journalistes. Donc ça marche très très bien. Et en plus, ça nous permet d'évangéliser nos clients, puisqu'ils nous payent pour qu'on les forme, et après ils comprennent l'intérêt de faire participer les gens. Et donc on a beaucoup de demandes. D'ailleurs, je pense qu'on va créer une société spécialement sur la formation, tellement on a de demandes. Alors, on a même étendu ça parce qu'on s'est fait contacter par des politiques aussi pour les former aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ils ne savent pas trop comment ça marche, malheureusement. Alors les premiers pas sont un peu balbutiants, enfin, il n'y a pas de nom des gens qu'on a formés, mais il fallait revenir pour leur expliquer. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. La communication sur Twitter elle est un petit peu différente que les communiqués de presse que tu peux donner directement. Et donc c'est une extension de notre business model. Aujourd'hui, on va encore étendre un petit peu le business, je pense qu'on va orienter un petit peu plus sur le B2C, et notamment on va s'inspirer de modèles, je pense, comme, je ne sais pas si vous connaissez aux États-Unis, Diamond Media, qui est une société qui marche très très fort, qui a investi 300 millions de dollars dans la société, ils vont faire un IPO ils vont être valorisés environ à 1,3 milliard, je ne sais pas si elle est déjà faite d'ailleurs. En fait, l'idée, qui est assez géniale, je trouve, ils ont fait un algorithme qui permet de détecter les contenus qui sont très demandés sur Google et qui sont finalement où il y a peu de résultats. Donc en fait, par exemple, vous créez un contenu sur Sarkozy, là, vous n'avez quasiment aucune chance d'arriver en tête des résultats. Alors que, je ne sais pas, si vous demandez un contenu sur comment faire du canoë-kayak, ben, il y aura à mon avis peu de réponses. Et il y a peut-être plein de gens qui demandent comment on fait du canoë-kayak. Et donc ce contenu que vous allez créer, il va sortir tout en tête des résultats sur Google. Et donc c'est un contenu qui a une forte valeur ajoutée, et donc forcément il y a la publicité pour monétiser tout ça derrière. Donc je pense qu'on va étendre notre business model en 2011 sur ce thème-là. Et on va également s'étendre normalement en 2011 à l'international, puisqu'on commence à avoir déjà des bonnes touches, notamment en Angleterre et aux États-Unis pour développer notre concept là-bas. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur Citizenside. Est-ce que vous avez des questions déjà? J'ai justement oublié plein de choses, hein. Je vais pas en résumer. Quelles questions? Ils sont au tableau. Je viens d'avoir dans la salle aussi. On n'est pas obligé de tout écrire. Non, ça. Alors, si vous voulez, je vais répondre aux questions qui sont là. Alors, donc dans l'ordre. Et l'exit vend le reste départ à l'AFP. Alors, l'exit, c'est une grande question, effectivement, puisque il est possible qu'on relève prochainement de l'argent. Alors, auprès de qui, c'est la question. Honnêtement, trouver un fonds d'investissement qui va investir au côté de l'AFP, c'est difficile. Le fonds d'investissement, ce qui va l'intéresser, c'est la rentabilité à moyen terme. Il veut faire une culbute. Et investir aux côtés d'un actionnaire comme l'AFP, qui est notre acheteur naturel, c'est difficile. Donc, il est possible, effectivement, qu'à un moment ou à un autre, on vende le reste des parts à l'AFP. Voilà. Avec 1 million d'euros, ils ont pris combien de capital? Alors, je peux vous le dire, hein, pas secret. Avec 1 million d'euros, donc au total, ils ont pris, l'AFP a pris 34% et la holding de Xavier Goulet-Beauchamp a pris 26%. Et les fondateurs, ils ont resté 40%. C'est pas un super deal, mais on n'avait pas vraiment le choix à l'époque, donc on a dit oui.
Sachant, oui, ce que je voulais pas préciser, c'est qu'on a